Nous allons faire une espèce de synthèse, je crois, qui s'est imposée à nous quand on en a discuté en phase de préparation de ces 4 conférences, puisque, au fond, l'austérité, c'est plus que l'austérité. Peut-être même que ce n'est pas l'austérité du tout. J'avais donné un texte que j'ai fait paraître récemment, un titre un peu en boutade, « Un train peut en cacher un autre ». La SNCF met ça devant les passages à niveau dans la campagne française. Et c'est peut-être ce qui est en train d'arriver aux Québécois qui se font servir et admonester sur les questions d'austérité. En fait, je vais essayer de vous montrer que l'austérité, c'est moins un état de choses qu'un artifice, qu'un stratagème idéologique qui fait écran et qui va essentiellement interpeller les Québécois sur ce que le gouvernement ne nomme pas, sur ce que les forces progressistes ont longtemps appelé de tous leurs vœux, c'est-à-dire un projet de société. Fondamentalement, ce stratagème idéologique vise, au travers un discours sur l'assainissement des finances publiques, qui a été le thème de la campagne électorale des libéraux, à part l'épouvantail référendaire, bien, cet assainissement-là n'est pas seulement un assainissement. On ne va pas rétablir la santé de l'État. On va faire quelque chose de beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on va le reconfigurer. C'est le principal objectif. On va en réduire les moyens et, surtout, on va en réorienter les champs d'intervention. Ces 3 composantes font la politique de l'austérité. C'est une approche, donc, qui n'est pas fondamentalement comptable. C'est une approche qui est essentiellement politique et qui est cohérente, en dépit de ce que peut laisser voir la gestion quotidienne du gouvernement, qui est à la fois brouillon et souvent chaotique. Il y a un plan de match, un véritable plan de match. Il y a une systématique dans les choix qui sont faits et dans le déroulement des scénarios politiques qui les traduisent. L'approche, donc, de l'austérité nous renvoie à quelque chose de plus politique, donc de moins technique que ce que le discours sur les finances publiques laisse entendre. Bien sûr, il y a cette dimension, puisque dans n'importe lequel système politique, dans n'importe lequel gouvernement, la question de l'assainissement des finances, la question de l'optimisation des dépenses est en quelque sorte un exercice obligé, comme on dit en gymnastique, pour la simple et bonne raison qu'il y a toujours, en matière de gestion comme dans bien d'autres choses, il y a toujours moyen de s'améliorer et qu'il y a donc toujours lieu d'apporter des correctifs, de revoir des manières de faire, de revoir un certain nombre d'allocations des ressources. Mais là, ce qui se dessine, et le budget de cette semaine nous le montre de façon un peu plus explicite, ce qui se dessine, c'est bien d'autres choses. C'est le redécoupage des attentes que le gouvernement demande aux citoyens de nourrir à l'égard de l'État. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. À la fois parce que les Québécois, depuis toujours, ont tendance à penser que c'est au gouvernement du Québec que se font les arbitrages ultimes quant aux choix de société dans lesquels ils veulent vivre, et également aussi parce que ces choix-là, les Québécois ont tendance à les faire sans les mettre en parallèle avec ceux que le gouvernement d'Ottawa fait en leur nom. Or, les deux sont intimement reliés. Je vais tenter de vous le montrer. Évidemment,
Ce qui retient d'abord l'attention dans cet exercice-là, et le budget, là, vient d'envoyer des messages très clairs, c'est que l'exercice va faire du dégât. Il va faire du dégât en santé et en éducation, c'est devenu assez évident. Dans tout autre domaine également de l'intervention de l'État, les choix vont apporter des dérives, soit vers une plus grande pénurie et donc une baisse de qualité des services, soit encore vers la privatisation voulue, encouragée plus ou moins explicitement. Ces dégâts-là, évidemment, se traduisent sur le plan économique par des mesures qui compromettent la relance. Et là-dessus, les travaux récents de Pierre Fortin sont non seulement convaincants, mais très inquiétants. Pierre Fortin montre que, avec une ponction de près de 1 % du PIB sur l'ensemble de ces compressions-là, le Québec se retrouve au 3e rang des champions mondiaux de l'austérité, ce qui n'est pas forcément un palmarès enviable, mais surtout, bien entendu, que cet exercice extrêmement exigeant place notre modèle social, construit au cours des décennies précédentes, est mis à risque, et plus encore, il est, de nombreux observateurs le concèdent, il est attaqué, il est en voie de désarticulation. Alors, ça se déroule évidemment dans un contexte où les thèmes idéologiques qui sont chers à ce discours de l'austérité ne sont pas récents. On y a fait allusion tantôt. Ils se déploient depuis le début des années 80 dans les divers programmes néoconservateurs un peu partout dans le monde. Le Québec n'y échappe donc pas. Ces grands mantras idéologiques qui composent l'armature du discours, je vous les résume très rapidement, hein, c'est d'abord le psychodrame de la dette. C'est essentiellement une argumentation qui vise à présenter le modèle social et l'État comme un luxe que nous n'avons plus les moyens de nous payer. Évidemment, ce psychodrame de la dette s'accompagne d'une systématique de désinformation. Les débats de méthodologie sur la manière de la comptabiliser, l'écart entre la dette brute, la dette nette, les choix de considérer la valeur des actifs ou pas, de les consolider en prenant le municipal, l'institutionnel, le fédéral, etc. Tous ces éléments font en sorte que le commun des mortels ne retient qu'une chose: nous sommes endettés, ça va pas bien, et nous manquons d'argent. C'est le but, c'est ce martèlement qui, depuis presque 4 décennies maintenant, a réussi à semer des conditions de relative acceptabilité de la régression comme une fatalité. Le deuxième thème, deuxième grand mantra, c'est le fardeau fiscal. À entendre les thuriféraires du gouvernement et le ministre lui-même, le Québec ploierait sous un fardeau fiscal intolérable. Les impôts nous étoufferaient, ça empêcherait les ménages de faire des économies, ça réduirait leur niveau de consommation, etc. Pourtant, les faits vont dans la direction tout à fait opposée. La part des recettes fiscales, toutes catégories confondues, fédérales, provinciales, municipales, dans le PIB, représentait en l'an 2000 40,9 %. Ça, c'était la ponction qu'on prenait. En 2009, 10 ans plus tard, cette part est réduite à 37,1 %. Une baisse, donc, de près de 4 points. C'est vous dire que si quelqu'un étouffe, c'est pas par l'impôt. Le fardeau fiscal n'est pas le facteur aussi déstabilisant que celui qu'on voudrait bien nous faire voir. Enfin, le troisième mantra idéologique néoconservateur, c'est le parcours expiatoire.
hein. Nous aurions vécu très longtemps au-dessus de nos moyens. Nous paierions des services trop luxueux, si bien que nous avons maintenant à corriger pour les générations futures notre insouciance en nous imposant des privations. Hein. C'est le langage du sacrifice, c'est donc, si vous voulez, la moralisation du débat social. Mais en même temps que nous allons passer au travers ce parcours expiatoire, nous n'arriverons pas dans les vallées verdoyantes, hein, c'est l'image qui revient régulièrement, d'une prospérité axée sur la revitalisation de notre modèle social. Non, pas du tout. Ce qu'on nous annonce, c'est que tous ces sacrifices, nous devrons les faire pour qu'on puisse enfin réduire les impôts. Comme projet de société, on a vu mieux. Mais essentiellement, cette fixation sur les dépenses, cette fixation sur les moyens de l'État ne s'accompagne pas dans le discours public, et certainement pas chez les néoconservateurs, d'une problématique d'ensemble des revenus. Or, quand on réfléchit dans le contexte québécois à la situation fiscale, quand on réfléchit aux moyens que l'État se donne, il faut prendre en considération la totalité des impôts que nous versons, des tarifs que nous payons. Est-ce que nous manquons d'argent ou est-ce que cet argent est éparpillé ou géré de manière inconséquente? La question vaut d'être posée puisque les Québécois, qui supposément souffrent, ploient sous le fardeau fiscal, paient des impôts et à Québec et à Ottawa. En fait, c'est 50 milliards d'impôts québécois qui sont versés au Canada, qui sont versés à Ottawa, et dont nous ne tenons pas compte quand nous essayons de comprendre quelle est la situation fiscale, quels sont nos moyens. Est-ce que, au fond, le budget du Québec, sans le mettre en relation avec notre part d'impôt au fédéral, donc le 50 milliards, est-ce que ça traduit une incapacité de notre État à soutenir notre modèle social, ou est-ce que, au contraire, ça n'exprime pas plutôt notre incohérence en matière de politique publique? En fait, on peut, quand on fait le portrait de nos deux portefeuilles, celui que nous constituons avec les impôts et les tarifs que nous dirigons vers le gouvernement du Québec et celui que nous dirigons vers le gouvernement d'Ottawa, on peut essentiellement dire que le débat sur les finances publiques au Québec, il est désormais axé sur une acceptation implicite. S'occuper des finances publiques du gouvernement du Québec, c'est essentiellement diriger notre modèle social en fonction des moyens que le Canada nous laisse. Ce n'est pas une position idéologique, c'est un fait. Le principal facteur de déstabilisation des finances publiques au cours des 20 dernières années, c'est la réduction unilatérale des transferts fédéraux. Ce sont les choix que Ottawa fait dans le transfert des ressources fiscales aux provinces et donc au Québec qui déstabilisent les choix budgétaires et, si vous voulez, les conditions de financement et de possibilité de notre modèle social. De 2009 à 2013, par exemple, ces transferts ont été réduits de 6,6 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. C'est tellement d'argent qu'il n'y aurait pas de déficit, évidemment, s'il n'y avait pas cette déstabilisation-là. Plus encore, on nous asperge de gros chiffres, hein, c'est des milliards, etc. Mais quand on les met en proportion, on constate que les transferts fédéraux qui pèsent dans les recettes globales du gouvernement du Québec ne cessent de diminuer. La part des transferts dans les recettes du gouvernement du Québec est passée de 25 à 15 %.
Pourtant, nous continuons d'envoyer de l'argent à Ottawa. C'est donc la partie de cet impôt-là qui ne revient pas dans la même proportion qui nous crée des cauchemars. Ces cauchemars sont amplifiés par un contexte idéologique qui, depuis au moins 20 ans, ont entraîné les gouvernements, avec des accents plus ou moins aigus selon les partis au pouvoir, mais les ont néanmoins entraînés à réduire les impôts, au nom, bien entendu, de ce pseudo-fardeau fiscal qui grèverait la prospérité. Bien, nous avons calculé, nous venons de publier une étude là-dessus la semaine dernière, nous avons calculé que simplement pour le gouvernement du Québec, simplement pour l'impôt des particuliers, de 1997 à 2013, si nous avions maintenu la même fiscalité, autrement dit, si on n'avait pas consenti ces baisses-là, bien, c'est 8,4 milliards de dollars qui pèseraient dans le budget du gouvernement du Québec. On n'est donc pas en présence d'un manque d'argent. On est en présence d'un renoncement à utiliser, en pleine cohérence, les ressources fiscales que les citoyens du Québec consacrent et au financement du gouvernement du Québec et à leur part dans le financement du gouvernement canadien. Je ne veux pas vous accabler de chiffres, mais prenons un exemple qui fait les beaux jours, les belles minutes des reportages médiatiques, année après année, presque jour après jour, la santé. Les urgences qui débordent, c'est de la nouvelle pas chère. Et ça coûte de plus en plus cher les services de santé. On va nous invoquer toute une série de facteurs, le vieillissement de la population, l'augmentation des coûts des médicaments, etc., qui ne sont pas tous des facteurs inoffensifs et insignifiants, mais ce ne sont pas les facteurs primordiaux. Quand le modèle se déploie avec la loi sur l'assurance santé et l'assurance hospitalisation, la part du gouvernement fédéral dans le financement des dépenses de santé, elle était de 50 %. Elle sera l'an prochain de l'ordre de 14 à 17 %. Alors, encore une fois, nous perdons de vue que la dynamique est celle de l'allocation des ressources et non pas celle des dépenses publiques. Cette propension qu'ont eue les gouvernements à réduire les impôts et, dans le cas du gouvernement fédéral, à réallouer les ressources sans tenir compte des choix du Québec, bien, ça a eu des conséquences qui fixent essentiellement le cadre à l'intérieur duquel le débat public est en train de s'enferrer. Mais ces réductions sont des équivalents d'une automutilation. On renonce à utiliser de façon optimale nos revenus et ensuite on trouve qu'on dépense trop vite et trop. Le comble de cette aberration, c'est l'alignement du gouvernement du Québec sur les choix du gouvernement fédéral concernant le soutien aux comptes d'épargne libre d'impôt, qui sont en passe de devenir plus populaires que les REER et qui vous sont annoncés à la pleine télévision depuis déjà la campagne REER des 3 ou 4 dernières années. Réduire les revenus au moment où on est en situation financière difficile, ça apparaît comme contraire à la raison, contraire au gros bon sens. Cette année, en contexte de restriction, le compte d'épargne libre d'impôt va coûter au gouvernement du Québec 78 millions. Le directeur parlementaire du budget à Ottawa, qui n'est pas particulièrement un gauchiste, estime qu'à terme, ce programme, quand il sera déployé, va coûter au gouvernement du Québec 500 millions par année. C'est ce qui fait dire à un de nos chercheurs chez nous que c'est une bombe à retardement fiscal. Donc,
nous sommes dans une situation où il faut réunir ce que et l'opinion et l'idéologie séparent pour nous constituer un portrait d'ensemble qui nous donnerait la pleine mesure des défis qui se dressent à nous. Alors, le gouvernement du Québec a fait un choix. Devant cette réduction unilatérale des transferts fédéraux et devant son ajustement au dogme idéologique de réduction de l'impôt, il a fait le choix de s'en prendre à sa propre population plutôt que de revoir les termes du financement Québec-Ottawa et les termes d'une imposition qui l'oblige à refaire ses choix primordiaux en matière de protection sociale. Ce n'est pas un hasard parce que, évidemment, faire le choix de débattre sur les transferts fédéraux, sur la réorganisation de la fiscalité, c'est un choix qui va confronter, évidemment, le régime. Or, la confrontation du régime n'est plus possible depuis 20 ans au Québec. C'est le grand acquis idéologique du référendum de 1995, qui a introduit effectivement une rupture profonde dans la dynamique politique du Québec et dans les relations Québec et Ottawa. Cette rupture, c'est essentiellement celle du fédéralisme inconditionnel. Ce que le référendum de 1995 a cristallisé, c'est essentiellement une élite qui a renoncé à fixer quelque seuil de rupture que ce soit devant les choix d'Ottawa. Autrement dit, rien dans les décisions du gouvernement fédéral ne peut être assez grave comme préjudice pour qu'on puisse remettre en question le lien fédéral ou même qu'on puisse remettre en question les choix fédéraux fondamentaux. Alors, cette transformation-là, elle est majeure parce que non seulement ça nous vaut un gouvernement du Québec qui, depuis en particulier 2003, est le plus inconditionnellement fédéraliste depuis un siècle, mais un gouvernement qui nous dit ouvertement que la minorisation est une voie de développement. Ça, les Québécois ne se rendent pas compte de l'énormité de l'affirmation. Nous serions probablement le seul peuple sur la Terre à qui ce remède pourrait porter prospérité. Partout ailleurs sur la planète, les peuples qui le peuvent essaient de sortir des carcans minoritaires. Dans notre cas, la question est devenue taboue et elle est présentée comme allant de soi. Elle trouvera son point d'aboutissement dans une position que notre premier ministre nous administre régulièrement. Nous devrions être gentils avec le Canada, puisque c'est grâce à la péréquation que nous pouvons nous payer nos programmes sociaux. C'est non seulement un mensonge, mais c'est une honte. Un premier ministre qui présente son peuple comme une bande de quémandeurs n'est pas particulièrement tourné vers l'appel au dépassement. Non seulement c'est quelque chose de gênant, mais c'est qu'en plus, au-delà des gros chiffres, on induit la population en erreur. Pourquoi? Parce que la péréquation, même si c'est des milliards, c'est une formule de redistribution du trop perçu par Ottawa. Okay? Donc, c'est nos impôts qui nous reviennent, ce n'est pas une charité qui nous est faite, et que ces impôts qui reviennent ne reviennent pas pour soutenir les programmes sociaux. Ces impôts qui reviennent sont distribués sur une formule d'attribution au per capita. Alors, si les chiffres sont gros, c'est parce qu'on est plus nombreux que l'île du Prince-Édouard. Alors, en pratique, quand on regarde au prorata de la population, loin d'être une bande de gueux quémandeurs, le Québec est au 6e rang des provinces qui touchent la péréquation. Nous ne sommes pas les cancres de l'Atlas. Alors, réfléchir aux
contexte fiscal sans réfléchir à ce qui arrive à Ottawa, évidemment, c'est consentir à laisser 50 milliards à la merci des choix d'un autre gouvernement que nous ne pouvons plus influencer par la voie électorale. C'est une chose que les Québécois ne veulent pas voir et qu'un très grand nombre d'entre eux ne veulent pas entendre, mais sur le plan électoral, le Québec ne compte plus rien dans la dynamique électorale du Canada. Le refaçonnement de la carte électorale a fait en sorte qu'on peut composer des gouvernements majoritaires au Canada sans avoir un seul député au Québec. Ce que ça veut dire, ça veut dire que nous envoyons 50 milliards à Ottawa et que nous laissons la majorité canadienne décider de l'usage de cet argent, peu importe les conséquences que ça nous fait subir sur les finances publiques du gouvernement du Québec. Donc, cette idée que c'est à Québec que se font les arbitrages ultimes est devenue une véritable illusion, est devenue une source de confusion politique majeure qui nous empêche de penser sérieusement ce que c'est que l'austérité. En fait, cet argent-là, ce 50 milliards que nous envoyons à Ottawa, il ne disparaît pas dans la nature. Cet argent, en partie, nous revient par la péréquation, c'est un fait, mais en la plus grande part, est affecté à des finalités sociales sur lesquelles, au fond, nous n'aurons d'influence que si le Canada les trouve intéressantes. On en a plein d'exemples. Les plus criards, évidemment, ce sont les exemples des dépenses militaires, où, quel que soit l'état de l'opinion au Québec, l'argent va aller au financement des dépenses militaires. Et non seulement il va aller au financement de ces dépenses-là, mais en plus, les retombées économiques sont distribuées ailleurs qu'au Québec. Les contrats sur la flotte maritime ont été particulièrement décriés. Il n'y a rien eu pour les chantiers maritimes d'Lévis au Québec. Ça s'est distribué à Halifax et à Vancouver. Et donc, dans les faits, on a eu une illustration, une de plus, que les choix d'Ottawa peuvent être faits sans tenir compte des priorités du Québec. Un autre exemple, et on peut en citer des milliers, c'est bien entendu l'appui ou le non-appui des Québécois à l'utilisation et à l'intensification des mesures d'extraction du pétrole sale, des sables bitumineux. On aura beau faire des manifestations et mettre des centaines de milliers de personnes dans les rues, la vérité objective, les faits, c'est que chaque année, pendant que nous manifestons, nous envoyons à même nos chèques de paye une contribution qui sert à financer les subventions à l'extraction des sables bitumineux. Et cette part-là, chaque année, nous l'avons calculée, elle est autour de 321 millions par année. Ça, c'est plus que les compressions qu'on vient d'administrer au système d'enseignement supérieur. On ne peut pas, si on veut avoir le portrait juste, faire abstraction de ces comparaisons. Alors, il y a donc un alignement qui doit être revu et explicité si on veut comprendre dans quelle situation de pénurie de ressources nous nous trouvons. De façon classique, on pourrait dire, les relations fédérales-provinciales étaient travaillées par des tensions entre centralisation, décentralisation, des conflits qui s'arbitraient parce qu'il fallait bien que les gouvernements à Ottawa tiennent compte du poids électoral du Québec et, d'autre part, des revendications qu'à l'époque, le gouvernement du Québec adressait à Ottawa. Maintenant, il n'y a plus de poids électoral et il n'y a pas de revendications. C'est majeur pour l'évolution des relations sur le strict plan fiscal et sur le plan politique plus globalement, c'est qu'au fond, le cadre des relations fédérales-provinciales a muté. Il ne se déroule plus
il ne se construit plus, ce cadre-là, sur les dimensions classiques du partage des compétences entre le gouvernement central et les provinces, mais au contraire, il se déploie sur une tension fondamentale entre un paradigme économique qui est placé au cœur de l'État canadien et ses impacts sur les provinces. En gros, les relations fédérales-provinciales telles qu'on les pensait jusqu'à hier ne tiennent plus. Pourquoi? Parce que le Canada a fait un choix stratégique fondamental qui est le paradigme énergétique extractiviste. Le Canada est devenu, largement en partie avec les subventions, un pétro-État. L'exploitation des sables bitumineux, ce n'est pas seulement le soutien à un secteur de consommation et de production d'énergie fossile, c'est un paradigme économique complet. Le Canada a décidé de réorienter l'ensemble de sa politique autour de la génération, de la production d'une rente provenant de l'extraction du pétrole et de l'exploitation des minerais. Il revient, grosso modo, à ce qui a fait les beaux jours du Canada du 19e siècle, essentiellement l'exportation massive de ressources naturelles non transformées. Fini, si vous voulez, on met entre parenthèses ce qui était la National Policy qui voulait construire l'industrialisation du Canada. C'est un choix stratégique qui est essentiellement orienté, bien sûr, en fonction non seulement des choix du régime et du gouvernement, mais aussi en fonction du cadre économique que choisit de développer le Canada. Il accorde la priorité de son développement à cette extraction-là. Ce qui revient à placer le gouvernement du Québec dans une position difficile. Pourquoi? Bien, essentiellement parce que le trésor de guerre, c'est la deuxième réserve pétrolière du monde, les sables bitumineux. Ça a beau être une catastrophe planétaire, c'est un immense potentiel, mais qui est enclavé et qui n'est pas exploitable de façon rentable sans l'exportation. C'est fait pour ça. Le problème, c'est que les Américains n'en veulent pas, pour la même raison que nous. La raison pour laquelle Obama a mis le veto sur le pipeline Keystone XL, c'est qu'il ne voit pas pourquoi les Américains prendraient un si grand risque environnemental pour à peu près pas de retombées économiques à part les jobs de soudeur le temps de la construction. Ensuite, l'Ouest n'en veut pas. Vancouver, la Colombie-Britannique a dit non. A dit non parce qu'elle a fixé des conditions et aussi parce que, même si l'État ne veut pas le dire ouvertement, on craint comme la peste les revendications des Autochtones. On ne veut pas ouvrir un contentieux avec les Premières Nations, surtout celles de la côte ouest, qui sont particulièrement vindicatives et qui peuvent brandir un appareillage juridique fort efficace puisqu'ils sont signataires de traités. Alors, il reste un point mou, un point, c'est le Québec, dont le territoire est stratégique et on comprendra bien qu'il faut le traverser. L'enjeu est d'abord géostratégique et Ottawa et l'establishment canadien pétrolier a besoin d'un État québécois faible, sinon même évanescent, pour sortir son pétrole le plus rapidement possible vers les marchés. Alors, on comprendra dans ce contexte que le fédéralisme inconditionnel de notre gouvernement fait bien l'affaire et qu'il s'imbrique parfaitement dans une adaptation, une soumission, en fait, au paradigme extractiviste canadien, de façon à ce que, au fond, convergent une idéologie politique et une idéologie économique, un paradigme qui a d'ores et déjà changé complètement
l'économie du Canada. Alors, on va le faire comment, cette soumission-là? On va le faire en réaffirmant l'ordre juridique. Et ils ne se sont pas gênés. TransCanada Pipeline est venu dire en pleine commission parlementaire à l'ensemble des députés, causez toujours, la décision ne se prend pas ici. C'est parce qu'on est poli qu'on s'en vient vous voir. Et ces axes stratégiques-là vont se développer sur deux avenues, la dénationalisation du gouvernement du Québec et la normalisation de l'administration provinciale. Alors, il va y avoir, sur chacun de ces axes stratégiques-là, deux grands axes, deux grands objectifs opérationnels qui vont miser essentiellement sur la capacité de casser ou de neutraliser la capacité de cohésion nationale des Québécois. Ça va exiger de détruire ou de neutraliser le capital social. Le capital social, c'est, grosso modo, l'ensemble des expériences cognitives, humaines et techniques qui fabriquent le lien social, et ensuite de neutraliser ces institutions. Comment on va le faire? Bien, on va le faire en privilégiant une recette éprouvée, une méthodologie qui est très éprouvée dans les ajustements structurels que le Fonds monétaire international a conduit et que bien d'autres gouvernements néoconservateurs ont déployé. C'est essentiellement ce que Naomi Klein a appelé la stratégie du choc, qui repose sur trois techniques. Ouvrir tous les fronts en même temps, multiplier les fronts, procéder rapidement. Yannick avait utilisé l'expression blitzkrieg, c'est tout à fait exact. Il s'agit d'ouvrir tous les fronts en même temps, ça étourdit, ça sème la confusion. Et, bien entendu, procéder rapidement en privilégiant la confrontation et non pas le dialogue. Deuxième technique, rendre opaques les séquences, c'est-à-dire casser les décisions, les rendre difficiles à recomposer en les émiettant, en les émettant dans des contextes qui vont rendre difficile leur appropriation par les citoyens. Genre, on annonce une consultation puis une nouvelle politique énergétique un 22 décembre, des mesures comme celle-là, qui font que les citoyens ne voient pas le portrait d'ensemble. Et évidemment aussi, dernier élément qui n'est pas négligeable, c'est l'utilisation systématique de l'alarmisme. Alors, ça fait 2 ans qu'on nous distille la morosité à plus ou moins forte dose selon les dossiers. On en a eu un exemple qui est devenu presque caricatural avec le débat sur les caisses de retraite des employés municipaux, où le ministre lui-même a tellement fait preuve de comptabilité créative que la Régie des rentes a fini par donner raison aux centrales syndicales en disant « Vous n'aviez pas travaillé avec les bons chiffres. » Mais quand tu veux battre ton chien, il n'y a rien de mieux que de prétendre qu'il a la rage. Et ça a fonctionné. Alors donc, ces grands axes stratégiques, rapidement, quels sont-ils? Sur la dénationalisation du gouvernement du Québec, j'ai choisi 5 axes, j'aurais pu en choisir d'autres, la matière est immensément abondante. Sur le plan symbolique d'abord, évidemment, il n'y a aucune riposte de la part du gouvernement du Québec à l'usurpation symbolique que le gouvernement fédéral déploie dans une guerre de propagande qui est absolument inouïe et que nous finançons avec nos impôts. L'exemple caricatural, ça a été évidemment la guerre de 1812, où ce qu'on voit déjà là, en train de se dessiner, le 150e de la Confédération, nous dit-on. Il y a une opération de lessivage du caractère national qui est bien déployée. Il y a, de la part du gouvernement du Québec lui-même, une minimisation, voire une banalisation du caractère français du Québec. On l'a vu quand le premier ministre est allé en Islande et qu'il n'a pas trouvé bon de s'exprimer en français, qui est pourtant la seule langue officielle du Québec. La réduction, par exemple, de la pondération du français dans les grilles de sélection d'immigration, alors que ça avait été une conquête de haute lutte dans les années 70. L'alignement voulu, souhaité, de la ministre de l'Immigration sur la politique d'immigration du Canada, un alignement derrière également
le multiculturalisme d'une manière absolument inconditionnelle, avec, encore une fois, des contorsions dignes du Cirque du Soleil, genre école passerelle, école assidique, là où des parents unilingues vont, unilingues anglais ou yiddish vont donner des cours de français à leurs enfants avec la bénédiction du ministère de l'Éducation. Le maintien du dualisme institutionnel, aucune remise en question du dualisme institutionnel, alors que les compressions ne s'appliquent pas dans les mêmes proportions au réseau anglais qu'au réseau français. En éducation, ça va du simple au double. Pas de remise en question non plus de l'utilisation du cadre juridique fédéral dans des dossiers culturels d'importance. Un exemple parmi d'autres, la faillite des éditions La Courte Échelle, où les auteurs ont découvert que malgré ce qu'ils considéraient comme une conquête de haute lutte, qui était le contrat type d'édition, leurs droits ne tenaient pas devant la loi fédérale, puisque c'est elle qui primait et ils ne devenaient pas des créanciers privilégiés. Ils n'étaient pas protégés, même s'ils pensaient que la culture relevait du gouvernement du Québec. Ils avaient oublié qu'il y avait un ordre juridique supérieur. Enfin, à l'international, deuxième grand volet, rétrécissement comme une peau de chagrin des délégations du Québec, du rayonnement de l'ensemble des mesures de soutien, de promotion de la culture et de l'économie québécoise à l'étranger. Un affront diplomatique qui n'est qu'une révélation parmi d'autres, qu'un révélateur, c'est-à-dire le cas des étudiants français, où là, franchement, on a traversé toutes les règles du savoir-vivre diplomatique pour leur imposer des hausses de tarifs unilatéralement. On a cassé une entente avec d'autres partenaires privilégiés. Le premier ministre qui essayait de se rattraper de la gaffe qu'il avait commise en ne se rendant pas aux manifestations internationales d'appui lors de la tragédie de Charlie Hebdo. De la même façon, il se promène en Belgique pour faire une mission commerciale à Anvers. Il ne demande même pas à rencontrer le premier ministre. Il se comporte comme un président de chambre de commerce. Autre champ, celui des infrastructures. Le pont Champlain, évidemment, est un exemple type, où là, le gouvernement fédéral procède unilatéralement, défait l'ensemble du trafic, des plans d'aménagement, du transport de la région métropolitaine. Le trafic ferroviaire, les gens, on a beau faire exploser le centre-ville de Mégantic, les gens ont beau pleurer, rager, etc. La vérité, c'est que le gouvernement fédéral autorise le trafic ferroviaire, que les normes québécoises ne comptent pas et qu'il y aura de plus en plus de trafic ferroviaire sur le territoire du Québec. Le cas du pipeline, évidemment, où là, on arrive à quelque chose de caricatural, où le gouvernement refuse même de négocier en disant d'avance qu'il était d'accord, et en plus, bien entendu, TransCanada Pipeline, qui ne juge même pas bon de respecter les lois du Québec et qui va nous infliger 30 000 pages de documentation technique en anglais seulement et va en plus ajouter l'insulte à l'injure en disant que les résumés allaient suffire pour les francophones. Surtout, l'affaiblissement des capacités de l'État du Québec de structurer son territoire. C'est la question régionale. Là, évidemment, c'est majeur parce que l'adhésion au paradigme de l'énergie, c'est l'adhésion à une gestion des infrastructures du territoire qui déstructure la logique québécoise. Les gens de Sorel ont beau se lamenter, les super pétroliers vont mettre le lac Saint-Pierre à risque et les pétroliers qui vont se rendre chercher les cargaisons vont accroître l'érosion des îles. Ils ne peuvent rien y faire. Évidemment, c'est tout à fait contraire à notre potentiel, mais surtout, c'est que ça crée un contexte où on va démultiplier les effets déstructurants des choix du gouvernement du Québec. Alors, d'abord, le développement régional est même sorti de l'intitulé du ministère. Hein? Avant, c'était le ministère des régions. Ça n'existe même plus dans l'intitulé. On a aboli les CLD. Bon, l'abolition des CLD, qui étaient les instances de concertation, bon, c'est 600 postes. Mais
c'est 6 000 bénévoles. Quand on parle de destruction du capital social, c'est ça qu'on fait. On sort 6 000 bénévoles de la prise en charge de leur milieu. On va abolir le programme de soutien aux collectivités dévitalisées. Autrement dit, on verge sur les pauvres. On va abolir les instances de coordination en santé, en éducation. On va imposer un pacte municipal de 300 millions de compression. On va proposer une refonte des commissions scolaires. On va, globalement, réduire la capacité des régions d'organiser leur territoire et d'établir leurs priorités. Et cela nous amène à la principale conséquence économique de cette décision, c'est le refus de construire l'économie du Québec comme espace spécifique. C'est l'alignement sur le paradigme extractiviste. C'est pas pour rien qu'ils trouvent ça si beau, le plan Nord, mais c'est aussi, bien entendu, l'affirmation que, pour ce qui est des régions maintenant, c'est la sanction du marché qui détermine la viabilité du territoire. Alors, évidemment, c'est tautologique. Si les régions sont en difficulté financière, c'est parce qu'il y a eu des imperfections de marché. Les imperfections de marché les mettent en difficulté financière. Vous voyez le cercle vicieux. Et s'en remettre au marché et à l'investissement, c'est refuser que l'État puisse soutenir la volonté d'habiter le territoire. Alors, il n'y a, sur le plan économique, donc pas de volonté de distinguer l'espace québécois de l'espace continental. Enfin, bien sûr, aucune mesure de mitigation sur le mal hollandais. Le modèle extractiviste a dopé le dollar et c'est au moins 160 000 emplois qui sont disparus au Québec, directement liés à cette hausse, à ce choc monétaire. Et il n'y a pas eu ni réclamation, ni ajustement des mesures compensatoires pour permettre à l'économie du Québec de s'en remettre. Pire encore, soumission complète au double standard. Pendant que l'économie ontarienne était éreintée par la crise de 2008, le gouvernement fédéral a injecté 11 milliards pour venir en aide au secteur automobile ontarien pour le restructurer. Il a mis 100 millions pour la forêt du Québec. Un cheval, un lapin, comme disait mon grand-père. Résultat des courses, l'économie du Québec a perdu la moitié des usines papetières et 15 000 emplois. Dernier exemple en matière économique, puisque la liste peut s'allonger interminablement, c'est la réforme de l'assurance-emploi, où finalement, le parti pris a été clairement énoncé. Vous êtes dans l'espace économique canadien, déplacez-vous là où il y a du travail. Si vous vous entêtez à vivre en Gaspésie, le meilleur choix qu'on peut vous offrir, c'est d'aller vendre des beignes à Fort McMurray. Déplacez-vous. OK? Alors, la marginalisation des régions n'est pas un événement fortuit. Elle est le premier prix à payer pour casser la spécificité de l'espace économique. Prix à payer, évidemment, par le refus de se servir de l'État pour structurer le territoire et structurer l'économie. Ça, c'est pour les mesures de dénationalisation, c'est-à-dire de particularisation de nos choix en fonction des réalités de la nation. Mais il y a aussi toute une série de mesures qui sont des mesures de normalisation qui visent à réunir les conditions qui vont mitiger les particularismes de l'économie du Québec et de la société québécoise dans le reste du continent. Alors, on l'a vu dans le cas de l'enseignement supérieur, c'était tout ce qu'il y avait derrière la crise des carrés rouges. Rappelez-vous, c'était l'omniprésence, et c'est toujours l'omniprésence de la moyenne canadienne qui devient le cadre de référence ultime, et il fallait là ramener le financement des universités sur des moyens et des mesures compatibles avec celles du reste du Canada. Résultat des courses, bien entendu, on a continué de réduire les contributions au financement de l'enseignement supérieur.
le gouvernement canadien a réduit ses transferts et le gouvernement du Québec vient de faire une ronde de 300 millions de compression sur le système, ce qui équivaut à notre part des subventions carrément au sable bitumineux. Et je ne parlerai pas ici de notre part au financement des dépenses militaires, qui est encore beaucoup plus élevé. Il y a une érosion également des particularités de notre système, où essentiellement, on veut, par l'augmentation des frais de scolarité, aligner le système sur les standards canadiens et nord-américains. Sur le plan fiscal, le choix de la tarification et le virage commercial est un choix qui vise essentiellement à atténuer le rôle et la part des services publics dans l'organisation économique. Alors, la mise à mort, parce que ne nous contons pas d'histoire, on vient de tuer le réseau des CPE, bien, c'est essentiellement parce qu'on ne voulait pas d'une politique familiale qui repose sur une offre de services publics. Alors, les garderies, il va toujours y en avoir, mais pourquoi pas une chaîne de garderies qui appartiendrait à un hedge fund de Singapour pour offrir des services de garde là où le nombre le justifie, c'est-à-dire là où il y aura de gens capables de se les payer. Cette orientation-là de la tarification, évidemment, a des conséquences énormes sur le pouvoir d'achat et la qualité de vie des citoyens. Et bien sûr, plus vous réduisez l'offre de services publics, plus vous rendez difficile la vie des couches les plus défavorisées de la population, puisqu'elles n'ont pas d'autre recours que les services publics. Alors, si vous détruisez ou réduisez les services publics, forcément, vous accroissez les écarts entre les citoyens, vous produisez de l'inégalité sociale et vous générez de la pauvreté. Sur le travail, bien, par exemple, les déclarations se multiplient sur l'anomalie que représente le taux de syndicalisation au Québec. Les charges idéologiques contre la syndicalisation ne sont pas d'hier, mais là, on est passé en mode supérieur. On a choisi de réduire, c'est 112 millions, là, de réduire le taux de la déduction pour cotisation syndicale. C'est un signal qui veut affaiblir la capacité des organisations de travailleurs de représenter leurs gens et de jouer leur rôle. C'est une attaque sur les fonds de travailleurs avec la réduction du privilège fiscal. Et c'est bien sûr également la destruction du système d'assurance-emploi qui est devenu maintenant l'ombre de ce qu'il était. La majorité des cotisants n'ont pas accès aux prestations et les procédures d'appel sont d'une complexité à décourager n'importe qui, et surtout ceux qui parlent français, puisque les 2/3 des officiers nommés dans les instances d'appel sont unilingues anglo. Enfin, dans le commerce international, le parti pris pour le libre-échange, et en particulier pour l'accord économique et commercial global, est déterminé essentiellement pour la priorité stratégique du gouvernement fédéral, qui est de vendre son pétrole au marché européen. Ça explique en partie pourquoi ils sont si solidaires de l'Ukraine et en partie également pourquoi ils vont être prêts à négocier la situation des fromagers québécois dans l'opération. On peut être sûr que ça pèse pas lourd. La réduction des pouvoirs institutionnels, le BAP en est la triste et caricaturale illustration, et bien entendu, l'élément qui va faire sursauter beaucoup de gens, qui est la reconduction, en fait, l'acceptation de la clause du droit de poursuite des entreprises contre les États, qui vient, à toutes fins utiles, de mettre une épée de Damoclès au travers toute la réglementation environnementale, puisque les entreprises qui s'estimeront lésées pourront poursuivre les États et donc le Québec pour des législations environnementales qui seront considérées comme préjudiciables au commerce. Enfin, dernier exemple, et ce n'est pas parce qu'il n'est pas important, mais c'est parce que le temps file, c'est la coopération internationale où le virage évangéliste du gouvernement Harper a littéralement saccagé 40 ans d'efforts
et d'expérience que les coopérateurs québécois avaient montés dans des modèles originaux d'intervention en coopération internationale, et ils sont désormais à la merci de structures de financement qui ne tiennent pas du tout compte et de leur originalité et de leur expérience. Alors, quand on parle d'austérité, donc, là, il faut voir que derrière le chaos, il y a une cohérence, et cette cohérence-là est celle d'un projet de société, d'un vrai projet de société. C'est un débat qui n'a pas eu lieu, mais sur lequel il va falloir faire porter la discussion. Ce débat-là n'a pas été porté en campagne électorale. Il n'est pas porté à l'occasion de la discussion sur le budget. Il faut bien comprendre que les conséquences portent sur les moyens. Et les compressions vont faire mal en santé, vont faire mal en éducation et dans tout le reste, mais agir sur ces compressions-là sans remettre en question le système de finalité qui les a justifiées, c'est véritablement laisser la proie pour l'ombre. Il y a, dans le paradigme de l'austérité, un véritable paradigme de régression nationale. Ce gouvernement souscrit, au fond, à 3 thèses. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Il n'est pas nationaliste, il est antinational. C'est un gouvernement qui définit désormais Ottawa comme le lieu ultime des arbitrages sur la société québécoise. Ça va à l'encontre de la tradition politique du Québec depuis la conquête. Deuxième, anti-concertation. C'est un gouvernement qui refuse l'institutionnalisation du dialogue social, puis encore, qui le détruit, l'abolition des conférences régionales des élus, des CLD, de tous ces mécanismes de concertation. C'est essentiellement parce qu'on ne veut pas que le capital social soit un facteur dans l'orientation du développement. Ça, c'est pas rien, là. On vient d'exproprier les luttes populaires des 100 dernières années. Parce que, ne l'oublions pas, quand on met à mort le régime des CPE, on met à mort plus de 60 ans d'expérience populaire qui se sont accumulés et qui ont permis la création, à terme, du réseau des CPE. Enfin, c'est un gouvernement anti-étatiste, puisque, en toute chose, il réétablit, ou il cherche à réétablir, le primat du marché sur la démocratie, le privé sur le public et, essentiellement, le capital sur le travail. Ce qui revient à dire qu'on ne peut pas continuer à réfléchir à l'austérité en oubliant qu'on a 50 milliards sur lesquels on n'a aucune poignée mais qu'on paye, et que, d'autre part, on ne se pose pas la question du projet de société que cet éparpillement-là soutient. Il n'y aura pas de solution simple, mais il n'y en aura surtout pas si on ne la cherche pas. Et de ce point de vue-là, il faut bien comprendre que la principale ruse stratégique des néoconservateurs, c'est de faire sans dire. Ça, ils ont appris. Ils ont appris des mouvements de contestation un peu partout dans le monde et, refusant d'expliciter les fondements des choix qu'ils opèrent, ils peuvent les faire dans un contexte où, justement, la neutralisation ou le détournement du langage devient une force antidémocratique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de nos concitoyens ressentent actuellement un sentiment de violence dans ce qui se déroule. Pourquoi? Parce que quand on ne nomme pas les choses, il ne reste que le chaos. Alors, de ce point de vue-là, nous sommes confrontés à véritablement tenir ce que les forces progressistes réclament depuis des années et que nous allons enfin pouvoir faire, c'est-à-dire un vrai débat sur le projet de société, sur celui dont nous ne voulons pas, sur celui qui nous est imposé, et, bien entendu, comme vivre, c'est se poser en s'opposant, bien, nous pourrons aussi faire le choix de ce que nous voulons. Merci.